Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Le fil rouge d'Al24 News se poursuit en ce quatrième jour de guerre en Moyen-Orient. Quatrième jour qui transforme la région en un véritable terrain de confrontation totale. Derrière les chiffres, en moins 787 morts en Iran, derrière les bombardements et les incursions, se profile une guerre dont les répercussions dépassent largement les frontières du Moyen-Orient. Mais surtout, elle révèle les calculs des grandes puissances, leurs alliances et leurs ambitions dans la région. Les bases américaines implantées dans la région du Moyen-Orient sont désormais en première ligne. Le détroit d'Ormuz, cœur stratégique mondial, et sous tension, les marchés de l'énergie frémissent et les routes commerciales mondiales sont menacées. Mais au-delà de l'urgence militaire, une question s'impose. Qui décide? Qui profite? Jusqu'à où ira cette escalade ou cette guerre au Moyen-Orient? Sommes-nous face à une guerre ouverte ou à une stratégie d'usure soigneusement calculée? Et pour décrypter tout ça, je serai accompagnée tout au long de cette émission ou des 2 heures qui suivront de spécialistes, d'observateurs, des questions internationales. Restez avec nous, on revient tout de suite. Monsieur, bienvenue donc, nous sommes en direct sur Al24 News et pour nous aider à comprendre les logiques cachées derrière ce conflit de haute intensité qui secoue le Moyen-Orient, nous recevons aujourd'hui des spécialistes, des observateurs affûtés que je vous présente. Sans plus attendre, j'ai d'abord le plaisir et l'honneur de vous présenter Saïd Ayyachi. On a l'habitude de le recevoir ici sur Al24 News. Saïd Ayyachi, vous êtes un fin observateur des questions internationales. Bonsoir. Sahaf Tourak, merci d'être là. Merci pour l'invitation. J'ai aussi le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Faisal Metaoui, journaliste, mais aussi rédacteur en chef ici à Al24 News au département francophone. Vous êtes aussi un fin observateur des questions internationales. Bonsoir Faisal, Sahaf Tourak, merci. Bonsoir Tina, Hina Makassi, bonsoir aux amis téléspectateurs. Sahaf Tourak. Merci Faisal. J'ai aussi le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Saïd Bouamama, essayiste, écrivain, essayiste, sociologue, observateur des questions internationales, analyste géopolitique. Saïd Bouamama, bonsoir. Sahaf Tourak, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Sahaf Tourak. Merci. Alors, j'ai aussi le plaisir de recevoir ce soir Giuseppe Aconcia, spécialiste des questions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qui me rejoint depuis Rome. Bonsoir, Giuseppe. Là, on voit à l'écran, il y a une erreur, on voit à l'écran la photo, enfin, ou du moins l'image de Nicolas Merkovic. Il est analyste géopolitique, il me reçoit depuis Paris. Bonsoir Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors ça tombe bien, vous faites bien la régie a bien fait de vous montrer vous. Maintenant que j'ai fait les présentations, je commence avec vous, monsieur Merkovic. Alors, depuis le début de l'offensive contre l'Iran et de l'escalade qui s'en est suivie, le président américain Donald Trump ne cesse de s'exprimer. C'est pas loin que cet après-midi, il s'est encore exprimé. Monsieur Merkovic, qu'est-ce que vous retenez de la dernière communication de Donald Trump ? On voit, comme sur beaucoup de sujets, que Donald Trump est de nouveau perdu. Beaucoup de journaux, même américains, pose encore la question de savoir quel est l'objectif exact de Donald Trump, où est-ce qu'il veut mener cette guerre. On voit même qu'au sein de la Chambre des représentants, des élus américains posent cette question. Donald Trump fuit les réponses. Il avait dit que ce serait une guerre qu'il voulait courte. Il a également dit que cette guerre-là était une guerre pour changer le gouvernement en Iran. Donc il a clairement avoué la couleur, mais il n'est pas capable de répondre sur les points tactiques, stratégiques. Il a dit qu'il était surpris par la réaction militaire de l'Iran. Et on semble qu'il est perdu, même pendant une de ses interventions ces dernières heures. Il s'est mis à commenter les rideaux du futur bal, la future salle qui allait accueillir les balles au sein de la Maison-Blanche. Il s'est complètement écarté des sujets, des questions qui lui étaient posées. Donc on voit qu'il est perdu, il ne contrôle pas trop. On a vu aussi qu'il y avait quelques malentendus auprès de la presse. On a vu Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, dire que les Américains sont intervenus et ont frappé en premier parce que Israël allait bombarder l'Iran et qu'il préférait frapper en premier plutôt que d'être frappé par les Iraniens en représailles des bombardements israéliens. Alors ça avait l'air d'être un loupé de communication. On a vu que le secrétariat d'État américain a essayé de rétropédaler, mais on voit qu'il y a beaucoup de flou qui sort de Washington et à cette heure bien précise, il n'y a pas l'air d'avoir une maîtrise vraiment de la situation. En tout cas, en termes de communication, les messages sont flous et on ne sait pas exactement ce que les Américains ont exactement derrière la tête.
Par ailleurs, M. Merkovitch, le département d'État américain a appelé les ressortissants américains à quitter immédiatement au moins 12 pays de la région. Au nom de quoi le département d'État américain lance ce signal? C'est un signal important. C'est un signal qui est majeur. C'est un signal que les Américains auraient dû déclencher avant leur offensive. Et cela laisse croire qu'ils n'étaient pas du tout préparés à cette situation. Avant de déclencher une guerre, on s'assure que ces ressortissants ne sont pas en danger. Et il le fait après parce qu'il ne s'attendait pas à la réplique de Téhéran. Et il y a déjà 6 Américains, officiellement pour l'instant, qui ont été tués dans les bombardements. Il y a beaucoup de sites où se trouvent des Américains militaires ou du renseignement qui ont été attaqués par Téhéran. Et on voit que les Américains, un peu en panique aujourd'hui, demandent à leurs ressortissants de partir. Et il y a beaucoup d'Américains, évidemment, en Israël. Et l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv dit qu'il faut quitter le pays, mais qu'en revanche, il ne faut pas que les Américains comptent sur l'ambassade pour les aider, ce qui montre encore une impéritie de l'administration américaine qui a l'air d'être un petit peu débordée par ce qu'elle a enclenché elle-même au Moyen-Orient. Très bien. Saïd Bouamama, à la lumière de ce que vient de nous dire M. Merkovitch, notamment concernant ce flou que le président Trump, dans lequel semble nager le président américain, on va revenir un peu en arrière. Les Américains sont habitués à mener des opérations dans le Moyen-Orient, même si, nous le savons tous, ça a toujours mené au chaos dans la région. On se souvient tous de l'Irak, on se souvient de la Libye ou encore de l'Afghanistan. Mais que le président Trump revienne encore une fois avec cette même attitude américaine du soldat, gendarme du monde et se retrouve finalement dans la même situation que ses prédécesseurs. Qu'est-ce que ça nous dit sur les États-Unis aujourd'hui? Ça nous dit tout simplement que nous sommes en présence d'une puissance hégémonique qui, en réalité, est en train de perdre son hégémonie, qui se retrouve aujourd'hui avec une perte d'hégémonie sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, et qui tente par une opération de force, par des opérations de force, de se réimposer comme partenaire incontournable. Et c'est ce qui a amené à cette idée de contrôler l'ensemble des points stratégiques du commerce du pétrole. C'est ce qui relie le Venezuela, l'Ukraine, le Groenland, la Palestine et aujourd'hui l'Iran. C'est que l'ensemble de ces points sont les éléments nécessaires pour contrôler l'ensemble du marché pétrolier. Le problème, c'est que les États-Unis ont bien entendu pensé, considéré que la guerre serait courte et qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une contradiction majeure. Ils se sont préparés à une guerre courte et ils se retrouvent avec un Iran qui a anticipé cette guerre, qui s'est préparé à une guerre dans la durée. Et cette contradiction explique la panique du gouvernement états-unien aujourd'hui. Très bien. Je viens vers vous, Faisal Metaoui. On vient de comprendre donc que cette offensive au Moyen-Orient est en train de prendre des ampleurs qui n'étaient pas forcément dans les calculs des Américains. Au début, il y a 3 jours de ça déjà, les objectifs de cette offensive américaine ou cette agression américaine en Iran n'étaient pas déjà clairs. Mais avec les déclarations de Trump, on a encore l'impression que c'est encore moins clair. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ces objectifs font polémique autant dans sein de l'administration américaine? Parce que, d'abord, peut-être je ne suis pas un peu d'accord avec nos invités, les intervenants. Ce n'est pas la guerre des États-Unis, c'est la guerre d'Israël. C'est les antétionnistes qui est en train d'attaquer l'Iran, aidés par les États-Unis. Parce que tout le monde sait qu'avant l'engagement des troupes à travers le ciel, parce qu'il n'y a pas encore de troupes au sol, même si le président Trump rêve d'envoyer des troupes sur le sol, et tout le monde sait que c'est presque impossible, parce que rappelez-vous, le Vietnam, Tenhinan, 60 000 morts au Vietnam, il y a eu des morts en Irak, en Afghanistan. Est-ce qu'il va s'aventurer à aller à utiliser l'infanterie contre l'Iran? C'est une probabilité lointaine à mon avis, mais il me semble que, pour répondre directement à votre question, Tenina, c'est que c'est une guerre pour les États-Unis sans objectif. Ça ressemble tout simplement à une guerre impériale. Nous avons la force, on va vous écraser. D'ailleurs, en janvier dernier, quand on a posé la question au président Trump dans son avion, parce que souvent il fait des interviews dans l'avion, il dit oui, c'est pas le moment, nous sommes en train de négocier, et la guerre ou l'attaque contre l'Iran a commencé en pleine négociation, ce qui est anormal. En matière de politique extérieure, en matière de politique internationale et du droit international, c'est quelque chose qui n'est presque jamais vu. On négocie, puis on envoie les troupes, et d'ailleurs au moment où il y avait les négociations, notamment à Oman et à Genève, les troupes étaient en train de se rapprocher avec les ports d'avions, avec les avions, etc. Donc
Donc, quel est l'objectif du président américain ou de l'administration américaine? C'est l'objectif de l'antidécisioniste aussi. Bien que parfois il diverge sur certaines choses, parce qu'on reviendra tout à l'heure sur ce que fait le Mossad dans les pays du Golfe actuellement, c'est de changer le régime. Et le président Trump a encore une fois parlé de ça. D'ailleurs, la première attaque, c'était, on a décapité ou tenté de décapiter le pouvoir en Iran, sachant que les États-Unis ont une ignorance incroyable sur le fonctionnement du système politique en Iran. Il y a toujours un ordre de succession en Iran. Il y a toujours des gens qui vont remplacer Khamenei, qui vont remplacer les responsables. Rappelez-vous, on a tué le président Raisi avant ça. Ça veut dire qu'on avait préparé. Mais le changement du régime, et ça c'est l'histoire des guerres qui le dit, n'a jamais été le fruit de bombardements aériens. C'est toujours l'engagement des troupes au sol et également l'implication de la population. Or, est-ce que la population, je termine rapidement, Télinan, la population iranienne, c'est vrai qu'il y avait de la contestation, qu'il y avait un peu de la colère, notamment due aux sanctions américaines contre l'Iran qui ont impliqué donc des difficultés économiques, mais les Iraniens restent des patriotes, restent attachés à leur terre, d'autant plus qu'ils sont agressés aujourd'hui. Donc si l'administration américaine et les stratèges qui sont autour de Donald Trump, notamment son gendre, conseiller proche de Premier ministre sioniste Jared Kushner, pense qu'ils peuvent changer les choses en décapitant le pouvoir à Téhéran, ils se trompent lourdement. C'est pour ça qu'il me semble que l'administration américaine a commis une erreur monumentale en s'attaquant à l'Iran de cette manière. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que les États-Unis s'attaquent à l'Iran. Je parle bien avant des années 70, bien avant la guerre de 12 jours en juin. Par contre, Faisal, vous retenez ça bien au chaud. On a l'habitude de dire aujourd'hui que l'antité-sioniste, c'est le bateau de guerre finalement des États-Unis dans le Moyen-Orient. Est-ce que finalement, donc, quand il y a une offensive américaine, elle est de fait, au Moyen-Orient, elle est de fait américano-sioniste. Qu'est-ce que vous pensez de cela? L'antité-sioniste, c'est un passe avancé américain. Tout le monde le sait, pour très longtemps. Mais là, ceux qui sont à Tel Aviv veulent d'abord, Téhéran veulent faire oublier les massacres de Gaza. Parce qu'on ne va pas oublier Gaza. Cette guerre, d'ailleurs, vous avez vu que les projecteurs des médias se sont éloignés de ce qui se passe à Gaza. On va revenir. Oui. 72 000 morts, des massacres, destruction, guerre, crimes contre l'humanité. Netanyahu lui-même est poursuivi par la Cour pénale internationale. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour faire oublier ça, on va élargir la guerre. Et je pense que dans l'objectif de Tel Aviv, l'objectif de l'entité sioniste et des messianiques d'extrême droite qui sont au pouvoir, bien qu'il y ait cette attaque contre l'Iran est partagée par la population, entre guillemets, de l'entité sioniste selon les médias, plus tard, on va comprendre que finalement l'objectif de l'entité sioniste est la guerre totale dans toute la région et la destruction de l'ensemble des pays, pays par pays. Parce que si l'Iran s'effondre, l'Iran qui s'oppose, qui résiste, qui montre quand même une résilience par rapport à ces attaques menées par la première puissance militaire au monde, si ce pays s'effondre, ce sera autour des autres pays. Parce qu'on oublie rapidement qu'on a détruit tous les pays autour de l'entité sioniste. On a détruit ou tenté de détruire l'Irak, on a déstabilisé la Syrie, on a déstabilisé l'Afghanistan, on a déstabilisé le Yémen, on a divisé le Soudan, et ça va se poursuivre. C'est donc l'objectif non déclaré. C'est ce qu'on appelle la géopolitique du chaos, finalement. Du chaos qui va se poursuivre. Parce qu'on n'a pas terminé avec. Aujourd'hui, on reviendra tout à l'heure, on est en train de bombarder le Liban. On est en train de tuer des civils à Beyrouth et dans le sud du Liban. On veut installer une zone tampon dans le sud du Liban. Donc, c'est la politique de la terre brûlée pratiquée par l'antisioniste. Justement, avant de revenir sur cette agression de grande ampleur qu'a subi le Liban de la part de l'antisioniste, je viens vers vous. Giuseppe, une information de dernière minute. Les Américains ou l'administration américaine est en discussion avec les dirigeants kurdes, notamment pour une grande mobilisation, que ce soit des Kurdes d'Iran, des Kurdes de Syrie ou encore des Kurdes d'Irak. Giuseppe, est-ce qu'avec cette nouvelle donne, on est face à une balkanisation réelle de la région? Oui, tout à fait. En fait, là, on doit parler d'une guerre illégale contre le droit international, contre la loi internationale. Et en fait, l'Iran se sent menacé essentiellement, en fait, c'est une menace très forte par rapport aux attaques qui peuvent arriver des minorités comme les Kurdes, comme les Arabes qui se trouvent en Khuzestan et même pour l'infiltration du MEK, des Moudjahidines et Kalk qui se trouvent à Téhéran. Donc il y a le risque d'une guerre civile et de détruire l'État iranien autant qu'on le connaît. C'est pour ça que la réaction iranienne a été très forte et a impliqué aussi les pays voisins comme les pays du Golfe,
même avec la fermeture de l'étroit de Hormuz, et avec aussi la possibilité d'amener dans la guerre les pays européens et activant le réseau de milices chiites qui contrôlent l'Iran dans les pays voisins, en Syrie, en Irak, en Yémen. En fait, l'Iran se trouve dans cette situation très risquée. La majorité des Iraniens est contre la guerre d'Israël et des États-Unis, la considère comme une ingérence coloniale, étrangère, et il n'y a pas des gens qui protestent contre la République islamique. En fait, notamment avant la guerre, les États-Unis et Israël disaient qu'ils voulaient intervenir parce qu'il y avait des manifestations contre les mullahs, les ayatollahs, mais ça n'existe pas en fait. Les gens ne sont pas sortis dans la rue, il n'y a pas de mouvement de masse. Donc même si il y a eu une stratégie brillante, parce qu'en fait, avec les premiers bombardements, ils ont tué la guide suprême Ali Khamenei, les Israéliens et les Américains n'ont pas une stratégie, n'ont pas un objectif, on ne sait pas quoi ça va donner. Et en fait, ça va se répéter ce qui s'est passé en Irak. Et Bush même, quand la guerre en Irak en 2003 a été déclenchée, il commençait en disant que ça allait durer 3 semaines, quelques jours, je ne sais pas quoi. Et Trump a fait pareil. Au début, il disait que ça allait durer 4 jours. Après, il est passé à 4 semaines. Et maintenant, il dit on ne sait pas quand ça va terminer. Et donc, ça va être encore une fois une guerre comme la guerre en Irak. Et en plus, il faut toujours se souvenir de la figure de Khamenei. Si les gens disaient qu'il était contre le dictateur, il y a un côté très important de Khamenei, qu'il était très fortement contre l'antisémitisme. Il était un leader comme Castro, comme Macron, comme les grands leaders des années passées, qui a lutté pour les Palestiniens. Et, par exemple, il n'est pas possible d'être contre la guerre sioniste à Gaza et en même temps soutenir cette guerre d'Israël et des États-Unis en Iran. Donc il faut toujours se souvenir de Gaza pour comprendre les dynamiques géopolitiques qui sont en jeu en ce moment-là. Très bien, Giuseppe. Je rappelle donc que cette information a été rapportée par le site Axios qui parle d'un échange téléphonique entre le président américain Donald Trump et des dirigeants kurdes. Ce qui me ramène à vous, Monsieur Hayashi. Monsieur Hayashi, on rapporte aussi une agression sioniste de grande ampleur sur le territoire libanais. Faisal l'a rappelé que ce soir même, peut-être même dans le moment où on est en train de parler, plusieurs villes libanaises sont attaquées. On parle aussi d'au moins 100 000 soldats qui seraient mobilisés et qui sont déjà mobilisés. Quels sont les objectifs de cette nouvelle agression sioniste contre le Liban? Il y a aussi la Syrie qui a déclaré avoir ouvert son espace aérien. Oui, avec votre permission, laissez-moi rappeler 2 ou 3 fondamentaux du contexte actuel. Depuis déjà pratiquement l'histoire de Gaza et du génocide qui a été perpétré par l'entité sioniste, et plus encore maintenant après la guerre des 12 jours en juin contre l'Iran. Et il y a cette ambiance d'angoisse généralisée à travers la planète. Aucun pays ne se sent en sécurité. Tout simplement parce qu'à 2 reprises, 2 complices, en l'occurrence l'hyperpuissance et l'entité sioniste, ont agressé un pays qui en fait n'a rien fait à ces 2 pays pour pouvoir justifier leur agression. Et bien sûr, cela s'est fait au détriment du droit international, de façon caractérisée, et en bypassant, en zappant l'ONU, qui n'a plus droit de citer, qui n'a plus à intervenir dans les relations internationales. Et cela, bien sûr, crée une sinistrose planétaire qui ne règle pas du tout les conflits, bien au contraire, qui les aggrave. Ceci étant dit, ces deux comparses qui ont agressé l'Iran, et vous parlez du Liban, j'y viens, n'ont pas les mêmes objectifs. Et tout à l'heure, vous disiez que peut-être que c'est les Américains qui utilisent l'entité sioniste. Moi, je suis enclin à dire que c'est le contraire. C'est l'entité sioniste qui utilise les Américains dans un plan préétabli depuis très, très, très longtemps, et qui, par plusieurs canaux, y compris les lobbies sionistes, mais aussi beaucoup d'autres choses, peut-être qu'on découvrira dans quelques jours, dans quelques semaines, qui utilisent les trucs. Les Américains, je crois ont été très vite impliqués dans cette histoire, en pensant d'abord pouvoir
arrêter la production de pétrole de l'Iran qui sert la Chine. Et qu'il faut que leur objectif, c'est d'une certaine façon d'entraver l'économie chinoise qui les concurrence dangereusement à l'échelle planétaire. Ça pour les États-Unis, et ils ont déployé les gros moyens parce que l'antitétionniste a pu avoir manœuvré par les canaux qu'elle a au niveau de Washington. Et puis pour l'antitétionniste, tout simplement continuer son travail d'effritement de tous les pays qui l'entourent, et bien sûr en prenant comme objectif d'abord d'entraver le programme nucléaire de l'Iran et la production de missiles balistiques. Ce sont les deux principaux objectifs actuels. Il y en a beaucoup d'autres. Il fallait, de toute façon, pour l'antitétionniste, depuis toujours, et ce sera encore toujours l'objectif, c'est d'être la seule puissance au Moyen-Orient, de pouvoir ainsi dominer ce périmètre où elle est installée. Et le Liban, précisément, fait partie de ce truc, parce que le Hezbollah, évidemment, était un allié objectif, reconnu, quasi officiel de l'Iran, et que maintenant qu'il a été décapité il y a quelques mois, et que maintenant il se renouvelle, il se resignale pour dire que nous allons porter quelques coups à Israël par solidarité avec l'Iran qui est agressé, ils prennent prétexte de ça en trouvant une réceptivité à l'intérieur de l'État libanais et du gouvernement libanais. C'est discutable d'ailleurs, c'est discutable, pour pouvoir anéantir définitivement Hezbollah, mais surtout, encore une fois, affaiblir le Liban pour en faire un État qui ne pourra pas, un jour ou l'autre, il ne l'a jamais fait, mais avoir quelque velléité anti-israélienne. Et donc, je pense que le schéma est tracé par Israël depuis très longtemps. Il continue. Faisal l'a rappelé tout à l'heure avec tous les États qu'il a plus ou moins agressés directement ou indirectement. Et bien entendu, il continue ce travail de sape, ce travail d'effritement, ce travail de dispersion de tous les pays qui sont autour de lui pour, s'ils ne sont pas vassalisés, ils sont neutralisés et pour qu'ils puissent rester la seule puissance et nucléaire en plus de la région, mais surtout d'être le pays qui crie toujours au loup, nécessitant une sécurité parce qu'il est entouré d'États plus ou moins, j'allais dire, défavorables pour son existence. Très bien, M. Ayachi. Ce qu'on peut dire pour l'instant pour le Liban, c'est que le nombre de civils et de morts est important, de blessés aussi. Il y a aussi des déplacements et ça, c'est important de le signaler. Ce qui me ramène à vous, M. Merkovitch. Monsieur Merkovitch, comment vous, en tant qu'analyste en géopolitique, vous analysez cette séquence, cette escalade inédite qui est en train de vivre le monde actuellement, surtout quand on sait que, par exemple, la France, il y a de plus en plus d'indices d'une intervention imminente de la France en Moyen-Orient, quand on sait aussi, qu'est-ce que ça nous dit aussi sur les rapports de force mondiaux? Je fais référence notamment à la Chine et à la Russie. Il y a plusieurs choses. Je voudrais juste revenir sur un petit élément qui est important de rappeler, c'est la notion même de démocratie dans les pays occidentaux. N'oublions pas que les Américains, qui peuvent avoir beaucoup de tort, mais dans leur ensemble, ont voté pour un président qui avait promis de mettre fin à ces guerres. Ils ont voté parce qu'ils ne voulaient plus de ces guerres. Ils ont donné un chèque en blanc à Donald Trump pour se concentrer sur les problèmes des Américains qui sont nombreux. Et que fait le président américain? L'homme censé être l'homme le plus puissant du monde, qui a le plébiscite du peuple pour mettre en place un programme, il fait le contraire. Il trahit pour la deuxième fois, et n'oublions pas qu'il a déjà bombardé 7 pays depuis qu'il est élu. Il réclame le prix Nobel de la paix alors qu'il ne cesse de faire la guerre. Il trahit le peuple américain. Quelle est la valeur de la démocratie dans les pays occidentaux quand on a, notamment aux États-Unis, qui est censé être le pays qui donne des leçons de démocratie au monde entier, un président qui met en place un programme qui est radicalement hostile, contraire au mandat qu'il a reçu du peuple. Ça, c'est un point qui est important de souligner, c'est la trahison de la démocratie par les élites américaines. Deuxièmement, le jeu de Donald Trump et des Américains dans le Moyen-Orient, pour moi, est assez simple. C'est sûr et certain, on en a déjà parlé, les différents intervenants l'ont très bien dit. Il y a le soutien à Tel Aviv, à la politique israélienne. On a vu Tucker Carlson interviewer Mike Huckabee, l'ambassadeur des États-Unis à Tel Aviv, il y a encore quelques jours, où il disait qu'Israël pouvait clairement prendre quasiment ce qu'il voulait dans la région, ce qui a quand même choqué beaucoup de personnes. Donc il y a ce premier point
qui est important, c'est ce soutien inconditionnel de Washington à Tel Aviv pour un programme commun qui sert plus les intérêts de Tel Aviv, évidemment, que de ceux des Américains. Il y a aussi un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est l'Iran et les liens de l'Iran avec notamment la Chine. L'Iran est un des plus gros exportateurs de pétrole envers la Chine. Et la Chine est clairement le grand rival des États-Unis. Le pays aujourd'hui qui a un PIB en parité de pouvoir d'achat plus important que les États-Unis, qui est en train d'amer le pion aux États-Unis dans différents domaines, que ce soit la technologie, que ce soit l'industrie, que ce soit la pharmacie, c'est la Chine. Et c'est vraiment la Chine qui inquiète les néoconservateurs américains, les faucons de guerre. Et en attaquant l'Iran, très clairement, Trump veut affaiblir la Chine, qui va devoir chercher des ressources alternatives à ces exportations, à ces importations de pétrole de l'Iran. Et n'oublions pas que Donald Trump avait déjà décapité le Venezuela en kidnappant illégalement le président Nicolas Maduro. Et le Venezuela était également un pays qui exportait du pétrole vers la Chine. Donc ça, c'est une politique, je pense qu'il faut voir. Il y a deux bandes, là, pour l'instant, qu'on peut voir. Il y a le soutien à Tel Aviv et il y a également la volonté de faire mal à la Chine. Il y a cette volonté impériale, malgré ce que Donald Trump avait promis dans sa campagne électorale, malgré la volonté de peut-être revoir le positionnement américain sur le continent, sur l'hémisphère occidental, eh bien, on voit que c'est plus fort qu'eux, qu'il y a dans l'État profond américain, dans les arcanes du pouvoir, c'est de la haute administration, du complexe militaire-industriel dont nous avait parlé le président Dwight Eisenhower, encore une mentalité très impérialiste, hégémonique. Et je pense que Donald Trump se rend compte qu'il tente ses dernières cartouches parce que l'empire américain est malade. Il est en situation de surextension impériale, comme le disait le grand historien britannique Paul Kennedy. Il a 700 bases militaires et des sites militaires à travers le monde. Il a un pays qui est divisé. Ils ont des problèmes graves avec un endettement du pays qui est à quasiment 40 000 milliards de dollars et avec des problèmes sociaux, politiques, économiques graves. Et au lieu de se focaliser sur la place des États-Unis dans l'hémisphère occidental, au lieu de revoir la taille des États-Unis, qui resteront toujours un grand pays, mais qu'il faut revoir à une taille plus congrue, plus petite, eh bien, c'est la fuite en avant et ils utilisent toujours le même technique du gros bâton. Vous savez, c'est la diplomatie américaine est la suivante. Quand votre seul instrument est un marteau, vous avez tendance à voir tous vos problèmes comme des clous. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que font encore les États-Unis, malgré les promesses de Trump. Et ils sont prêts à mettre la région à feu et à sang. Le problème, c'est que après ces quelques jours de combat, le défi se révèle être plus compliqué que ce qu'ils avaient prévu. Et on voit que c'est pour cette raison-là qu'ils font appel à la France. On sait que les Britanniques vont aussi se rapprocher de Chypre et que Donald Trump parle même d'armer des milices locales parce que l'armée américaine et l'armée israélienne ont visiblement un peu de difficulté en ces premiers jours pour arriver au terme de leur combat. Très bien, Monsieur Merkovitch. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de cette édition spéciale et le fil rouge d'Al24 News se poursuit toujours avec les événements en Moyen-Orient. Je reste avec vous, Nicolas Merkovitch. Nicolas Merkovitch, vous avez commencé votre intervention en parlant justement de Tucker Carlson qui par ailleurs a fait une déclaration assez intéressante en affirmant que l'Arabie Saoudite, le Qatar aurait intercepté des agents du Mossad qui préparaient des attentats. Selon vous, quelle crédibilité on peut accorder à ce genre de déclaration ? Alors, je n'ai pas d'autres sources sur l'affirmation de Carlson, mais on sait que le Mossad est capable de faire beaucoup de choses, donc ce ne serait vraiment pas surprenant. Ce qui est surtout très intéressant dans la déclaration de Tucker Carlson et ce revirement majeur qu'on voit dans la base, on va dire, conservatrice américaine, ce genre qui a toujours été très, très, très pro-israélienne, on voit que cette base est fissurée, qu'aujourd'hui c'est, on va dire, une partie de la droite américaine qui n'en peut plus de cette alliance éternelle avec Israël, qui se bat contre les évangélistes protestants américains qui voient comme certains faucons de guerre autour de Netanyahou une espèce de réalisation messianique
dans ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Et ça, c'est vraiment un changement. On a un discours qui émane aujourd'hui de conservateurs et d'une partie de la base MAGA américaine qui est radicalement hostile à Benjamin Netanyahu, à sa politique. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est nouveau. Et le fait que Tucker Carlson y revienne à plusieurs reprises, malgré les retours de bâton des médias dominants, malgré les coups qu'il se prend, parce que ça a quand même été un des journalistes vedettes de la Fox News, donc ses anciens collègues lui tirent à boulet rouge dessus. Il est de plus en plus populaire. Ses émissions sur Internet sont vues par des centaines de milliers, quand ce n'est pas des millions de personnes. Et pour moi, c'est ça ce qui est important. C'est-à-dire que le discours qui consiste à dire qu'il faut soutenir Tel Aviv et Netanyahou de manière aveugle est en train de mordre la poussière aux États-Unis. Alors après, est-ce que c'est l'affaire qui a été relatée par Tucker Carlson est vraie ou pas? Je ne sais pas, mais c'est tout à fait possible. On sait que si, en effet, Washington et Tel Aviv ont sous-estimé le pouvoir de Téhéran, s'ils ont sous-estimé les capacités de l'Iran, il est certain qu'ils auront recours à des opérations sous fausse bannière, à des opérations de déstabilisation pour essayer de gagner une guerre qui sont censés gagner sur le papier. Normalement, sur le papier, les États-Unis et Israël gagnent, mais ils ne connaissent pas parce qu'ils ont le pouvoir militaire. En revanche, il y a deux éléments que je voudrais juste rajouter là-dedans. C'est qu'ils peuvent gagner militairement en faisant beaucoup de mal à l'Iran, mais comment est-ce qu'ils vont renverser le pouvoir? C'est ça le but avoué, et ça va être très très difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, leur objectif, et on l'a vu, n'oublions pas qu'ils ont déstabilisé l'économie iranienne, que cela fait depuis des années qu'ils appliquent des sanctions contre l'Iran. Ils ont essayé de mettre les Iraniens dans la rue, ils ont financé, ils ont fait venir l'accès à Internet à des personnes avec des boîtiers Starlink. Ça n'a pas marché, c'est pour ça qu'ils font la guerre aujourd'hui. Mais comme le rappelle le professeur américain Robert Pape, toutes les campagnes depuis 100 ans de bombardement, comme font les Américains et les Israéliens en ce moment, dans le but de renverser un gouvernement, n'ont pas fonctionné. Ça ne marche pas. Le seul effet que ça a, c'est de renforcer, de ressouder le peuple, même s'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement de Téhéran, pas tous, mais que les personnes soient pour ou contre, ils se lient entre eux contre l'étranger qui est en train de bombarder leur pays. Donc ça va se faire un effet boomerang contre ceux qui ont instigé cette guerre. Et ça, ça a l'air d'être un sujet qui, pour l'instant, n'a pas été prévu à Washington ni chez Netanyahou. Et ça, c'est un élément important à prendre en compte parce que si vous n'avez plus les forces, il va falloir que vous fassiez appel à la ruse, à la déception, à des mensonges. Et ça, malheureusement, nous savons que les États-Unis sont maîtres en la matière. Très bien, merci Nicolas Merkov. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce temps. Je rappelle que vous êtes analyste en géopolitique et vous m'avez rejoint depuis Paris. Merci, monsieur Merkov. Et d'ailleurs, je rebondis directement sur ce que vous venez... Merkovitch, pardon. Je rebondis directement sur ce que vous venez de dire et je viens vers vous. Saïd Bouamama. Monsieur Bouamama, Merkovitch vient de nous parler d'opérations sous faux drapeau ou bien sous fausse bannière. À votre avis, est-ce que l'entité sioniste est en train d'essayer d'entraîner le monde arabe ou le Moyen-Orient dans une guerre sous fausse bannière? Absolument. Absolument. On a une réalité qui est une réalité dans laquelle l'entité sioniste est bien consciente qu'elle ne pourra pas se battre sur plusieurs fronts et dans lequel les contradictions internes au monde arabe, c'est quelque chose qui ne peut que la favoriser. Et elle le fait depuis de très nombreuses années et elle a vécu des défaites à ce niveau-là. Le rapprochement de l'Iran et de l'Arabie saoudite par l'intermédiaire des BRICS et de la Chine a été un coup très dur pour l'entité sioniste et aujourd'hui, elle tente de mettre à profit la situation actuelle pour maximiser l'ensemble des contradictions. Et donc, il ne faudra surtout pas s'étonner si demain nous avons la preuve qu'effectivement une partie des actes qui sont attribués à l'Iran viennent en fait de l'entité sioniste pour maximiser les contradictions. Très bien, Monsieur Saïd Bouamama. Je reviens vers vous, Giuseppe. Giuseppe, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'entité sioniste, en menant des opérations, ouvertes ou sur le terrain directement au Liban, fait basculer le conflit aujourd'hui au Moyen-Orient? Oui, tout à fait. En fait, on doit considérer le fait que les réseaux qui soutiennent
l'Iran, comme le parti chiite, le mouvement chiite libanais Hezbollah, a intervenu dans la guerre, et donc là il y a la possibilité d'une extension de la guerre au sud du Liban avec encore une offensive de terre par l'antidécisioniste. Mais en fait, il faut se souvenir de tous les dégâts que là continue à mener en Iran. Par exemple, les dégâts au palais du Golestan, par exemple l'attaque à l'école où les filles, plus de 160 ont été tuées, l'attaque à l'hôpital Gandhi, même l'attaque à la centrale nucléaire de Natanz. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respect par la vie humaine, ils attaquent n'importe comment, ils tuent, ils ont tué plus de 700 personnes, plus de 800, on ne sait pas vraiment le nombre exact des gens qui ont été tués par les attaques israéliennes et des États-Unis. Donc à ce moment-là, en fait, l'objectif iranien est de continuer avec la guerre jusqu'au moment que les États-Unis veulent terminer, et qui sera même Trump, qui veut toujours terminer les guerres avant que ça dure trop longtemps, va appeler l'élite iranienne. En fait, ils ont calculé que dans la guerre des 12 jours, les possibilités militaires de l'Iran n'ont été pas considérées autant fortes comme elles sont, effectivement. Donc, l'Iran, ça continue avec le système de la République islamique. Là, on a la nouvelle qu'il a été élu la nouvelle guide suprême, qui c'est Mojtaba Khamenei, le fils de Khamenei. Ça veut dire que la République islamique, ça va continuer par rapport aux politiques de Khamenei. Il y avait Arafi qui était le leader intérim pour des jours, et maintenant il y a un nouveau leader. Même si l'antidécisioniste disait qu'il avait attaqué l'Assemblée des experts qui devait nommer la nouvelle guide. Et en fait, ça veut dire que la République islamique va continuer. Il y aura un pouvoir renforcé des militaires et des bases d'Aran qui vont avoir jouer un rôle plus important par rapport au passé, mais l'élite des ayatollahs, ça va continuer à gérer les pays. Ça, parce que les Iraniens veulent être autodéterminés. Ils ne veulent pas avoir une colonisation américaine et de l'antidécisionnisme, parce que en fait, ça va démontrer une fois de plus qu'il n'est pas possible d'exporter la démocratie avec la guerre. Ça, c'était pas possible en Irak, ça, c'est pas possible en Iran. Et les États-Unis ont essayé plusieurs fois de faire ça en Iran. Il faut se souvenir du cas de Mohammad Mossadegh, le premier ministre iranien, qui en 1953 a dégagé à cause d'un coup géré par les Américains. Il faut se souvenir de l'histoire des armes de destruction de masse contre Saddam Hussein pour la guerre qu'ils ont amenée en Irak et qui a porté à la fin du régime du Baath en Irak. Donc, en fait, l'Iran, ça va pas suivre ces cas-là. Et en fait, même la fin qu'a fait Khamenei est très différente comparée avec ce qui s'est passé avec Gaddafi en Libye, avec Saddam Hussein en Irak, et même avec Bachar al-Assad en Syrie. Il est mort dans son lit, dans sa maison, et il va être un exemple d'un martyr qui va continuer à soutenir la cause anticoloniale que la République islamique représente. Très bien, Giuseppe. Selon les dernières informations de l'agence de presse Fares, l'élection du guide suprême de l'Iran va bientôt aboutir. Par ailleurs, au Liban, le bilan s'est alourdi pour atteindre les 50 martyrs et au moins 335 blessés. Ce qui me ramène à vous, Monsieur Hayeshi. Monsieur Hayeshi, l'Iran vient de nier catégoriquement avoir frappé le sultanat de Oman, signalant aujourd'hui que le sultanat de Oman est le médiateur dans le cadre des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que finalement, quand on voit qu'aujourd'hui l'Iran nie cette attaque, est-ce que l'antiterroriste n'est pas en train d'essayer de monter un front régional, un front du monde arabe contre l'Iran, presque comme si c'était un front civilisationnel, alors que, comme vient de le signaler Giuseppe Acconcia, Khamenei est un martyr finalement pour le monde musulman. Tout à fait. Tout à fait, mais cela ne nous étonne pas de la part de l'antiterroriste et de ses services spécialisés.
Au 4e jour de l'agression, maintenant, il y a un constat qui est clair. Si les pays arabes qui peuvent s'estimer à tort ou à raison d'avoir été bombardés par l'Iran, qui en réalité a bombardé les bases américaines qui se trouvaient dans ces pays-là et non pas les pays eux-mêmes. Mais passons, on peut admettre plus ou moins la chose par les autorités officielles de ces pays arabes. Mais leur opinion publique est totalement contre l'agression de l'Iran. Pour une chose très simple, il y a d'abord, bien sûr, ce dénominateur commun qu'est la religion, mais il y a aussi le fait que l'Iran n'a agressé personne. Il a été agressé par donc 2 comparses qui ont décidé de faire le régime change, comme ils disent, de changer le régime. S'il fallait aller dans cette logique, c'est qu'il y a beaucoup de travail pour l'hyperpuissance américaine et son comparationniste, parce que des régimes qui ne plairaient pas selon les critères qui sont les leurs, il y en a beaucoup à travers le monde. Mais alors qu'ils ont du pain sur la planche. Non, en réalité, je suis de ceux qui pensent que c'est toujours l'antité-sioniste qui a un plan préparé depuis longtemps. Est-ce que vous faites référence au Grand Israël? Oui, j'y viens. Mais qui, à chaque fois, dès que l'occasion se présente, ils le mettent à exécution. Aujourd'hui, ils ont 1001 façons de pouvoir simuler une attaque irakienne contre eux-mêmes. Ils peuvent faire cracher un avion, ils peuvent envoyer un drone, ils ont toute la latitude de le faire. D'autant plus qu'ils ont à leur disposition l'armada américaine qui se trouve dans la région. Et par conséquent, après, ils vont, d'une certaine façon, obtenir une réceptivité de l'opinion publique omanaise contre l'Iran. Et à ce moment-là, d'une certaine façon, ça délie les choses. Ce qui est tout à fait possible. Comme d'ailleurs ces agents de Mossad qu'on a signalés comme étant infiltrés en Arabie Saoudite, sûrement pour faire encore des manœuvres, des opérations de déstabilisation et amener l'opinion publique saoudienne à être contre l'Iran et par conséquent, d'une certaine façon, pousser les autorités saoudiennes à s'impliquer davantage dans la riposte à l'Iran. Et donc, vous savez que dans cette histoire-là, je crois que le plus grand bénéficiaire et le seul bénéficiaire, c'est encore l'antité-sioniste. Parce qu'il arrive, il a retardé le programme nucléaire iranien, il a probablement endommagé les usines de fabrication des missiles balistiques et surtout, il s'est, disons, assuré la solidarité, le soutien militaire de l'hyperpuissance. Et donc, il se permet beaucoup de choses dans ces choses. Effectivement, M. Ayeshi, vous avez raison de le signaler. Tucker Clarkson affirme que les agents du Mossad étaient en Arabie Saoudite et au Qatar pour y mener des opérations de déstabilisation. Ce qui me ramène à vous, Faisal Metaoui, mais juste avant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à un nouvel invité qui vient de nous rejoindre. C'est Bassem Lared, spécialiste en droit international qui me rejoint depuis Paris. Bonsoir Bassem, merci de nous rejoindre. Bonsoir, merci à vous. Je reviens vers vous dans un court instant. Faisal, à la lumière de ce qu'on vient de dire tout au long du temps qui vient de s'écouler, finalement, quelle lecture ou quelle analyse faites-vous des derniers événements? Je fais référence à ce coup de fil entre le président américain et les dirigeants kurdes, ou encore ces tentatives de l'antité-sioniste de plonger le Moyen-Orient dans une guerre civilisationnelle, finalement. Oui, déjà le fait que le président américain contacte les Kurdes, ça veut dire qu'il y a un échec de l'opération militaire, un échec stratégique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de relais à l'intérieur de l'Iran. C'est vrai que les caméras de surveillance de terre ont été piratées par le Mossad, par les unités du Mossad, que le Mossad a infiltré grandement l'Iran pendant des années pour pouvoir préciser les cibles qui sont attaquées, à supposer qu'ils ont réellement touché les cibles de construction de missiles balistiques notamment, et pour décapiter ou tuer les dirigeants. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi les Kurdes, Tinhinan ? C'est une question très sensible, parce qu'il faut noter que les Kurdes sont une minorité qui existe dans plusieurs pays de la région. Ils sont en Iran, ils sont en Irak, ils sont en Syrie, ils sont en Turquie, en partie en Azerbaïdjan. Les Kurdes, depuis les années 60, sont pris en charge par le Mossad. Ils sont entraînés par le Mossad. Je parle de certains Kurdes militants, entre guillemets, ceux qui plaident, parce que leur rêve, c'est de créer le Grand Kurdistan. Et vous savez que l'entité sioniste a été la seule entité
à reconnaître ce qu'il appelait l'indépendance du Kurdistan irakien, c'était en 2017. Il les forme et il leur donne même des armes, comme c'était le cas notamment des Kurdes de Turquie et de Syrie, avec l'idée justement, comme l'a expliqué M. Ayaché, de fractionner, de diviser les pays en utilisant les minorités, parce qu'on tape d'abord sur les minorités kurdes en Iran, mais aussi sur les Balouches qui sont donc une autre minorité en Iran et aussi une minorité arabe. Maintenant, vous avez dit, Tine que Tucker Carlson a parlé d'agents de Mossad qui étaient en Arabie Saoudite et en Irak. En fait, ils n'étaient pas, ils y sont toujours. Parce que la grande question, c'est quand les Émirats arabes unis, le Bahreïn, ont normalisé, entre guillemets, les relations avec l'entité sioniste, ils ont ouvert la porte à tous les agents. Les agents opérationnels, ils sont à Dubaï, ils sont à Abu Dhabi, ils sont à Manama. Et vous aurez noté que l'Iran a bombardé une tour qui était à côté de la base où il y a la 5e flotte américaine au Bahreïn. Cette tour abrite justement un des bureaux du Mossad. Ça veut dire que l'Iran a beaucoup d'informations très précises sur la présence des services secrets israéliens. Le but de ces services secrets dans des missions opérationnelles menées, à mon sens, ils sont dans tous les pays du Golfe, pas uniquement en Arabie Saoudite ou au Qatar, pas uniquement de constituer un front anti-iranien, mais c'est aussi pour détruire ces pays. Parce qu'on se trompe lourdement. L'entité sioniste n'a jamais eu d'alliés arabes, n'a jamais eu de partenaires ou d'alliés de paix. C'était des alliances tactiques. Le but, parce qu'on s'est rendu compte que l'Irak, que plutôt le Qatar et l'Arabie Saoudite, les Émirats sont devenus des puissances énergétiques, financières, etc. Comment les affaiblir? On les affaiblit notamment en organisant ce qu'on peut appeler les opérations false flag. Parce que ce qu'on ne dit pas, par rapport au bombardement des bases par l'Iran, c'est qu'on n'a pas bombardé uniquement les bases, on a bombardé les dépôts de carburant. Tous les dépôts de carburant ont été en grande partie détruits, notamment au Bahreïn et aux Émirats arabes unis et également au Qatar, mais aussi les radars. Parce que les radars qui permettent de détecter les missiles balistiques qui viennent d'Iran sont détruits, sont aveuglés. Et donc ces informations n'apparaissent pas vraiment dans les médias mainstream. On ne parle pas de ça. On parle uniquement de la riposte iranienne, on parle de bombardement supposé d'un quartier résidentiel à Tel Aviv, alors qu'il ne s'agit pas d'un quartier résidentiel, il s'agit bien d'une cible militaire, comme c'est le cas dans le sud de Beersheba, où on a bombardé l'aéroport, parce que ce qui n'apparaît pas aussi dans la guerre actuelle, c'est le mensonge. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de propagande militaire, il y a beaucoup de choses qu'on ne dise pas. Il est interdit aux médias sionistes de parler où les missiles tombent. Il est interdit à ces médias de donner les véritables chiffres de victimes, de montrer des images. La même chose aux Émirats, en fait. Parce qu'aux Émirats arabes unis, on a décidé que si vous montrez une vidéo d'une attaque contre une base, vous êtes considéré comme un traître. Donc il y a une peur par rapport à cette riposte iranienne. Et la manière avec laquelle Netanyahou et le président Trump sont en train d'essayer d'occuper le terrain de la communication montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette stratégie militaire, dans cette guerre sans objectif qui est menée contre l'Iran, parce qu'on nous dit qu'on veut détruire le Hezbollah, c'est le cas du bombardement du Liban. Est-ce que l'entité sioniste a pu détruire le Hezbollah ces 20 dernières années? Est-ce que l'entité sioniste a pu détruire le Hamas? Est-ce qu'ils ont pu détruire les Houthis au Yémen? Non, ils ont échoué. Donc à chaque fois, c'est utilisé comme un prétexte pour affaiblir, parce que l'objectif également des bombardements contre le Liban, c'est de détruire également le Liban. C'est la destruction, on parle de destruction. Alors, on commence par fractionner les pays, et puis regardez ce qui s'est passé au Soudan, et je termine avec ça. On a divisé le pays, et puis on a basculé ce pays vers la guerre civile. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le Soudan est un pays très riche, un pays africain. Très bien, Faisal Metaoui, donc on peut dire aujourd'hui que finalement l'objectif de l'entité sioniste et de ses alliés est le même, et de balkaniser les pays de sorte à créer un genre de chaos, que ce soit au Moyen-Orient, et vous faites bien de parler de l'Afrique. Information de dernière minute, le ministre de la Défense qatari a annoncé que la base militaire de Udeid a été touchée par un missile iranien. La base militaire américaine, je précise, de Udeid a été touchée par un missile iranien. C'est ce que vient de déclarer la défense qatari. Ce qui me ramène maintenant à vous, monsieur Bassem Laredj. Bassem Laredj, ça tombe bien, vous êtes spécialiste en droit international et justement, on a besoin de comprendre actuellement
quand on voit le droit international bafoué. Selon vous, comment est-ce qu'on peut qualifier cette opération ou cette agression militaire américano-sioniste contre l'Iran, et surtout, est-ce qu'on peut déjà commencer à parler de crimes de guerre quand on sait qu'une école a été touchée et au moins une centaine d'écolières ont trouvé la mort? Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une violation manifeste du droit international. La Charte des Nations Unies est très claire sur ce plan, et dans son article 2, paragraphe 4, elle précise et elle interdit le recours à la force, sauf deux exceptions, qui sont la légitime défense et lorsque le Conseil de sécurité autorise une opération militaire. Et bien évidemment, dans le cas actuel, dans le cadre de cette agression israélo-américaine contre l'Iran, ces deux exceptions n'existent pas. Donc c'est une violation manifeste du droit international. Et parallèlement à ça, on a vu que le président américain avait donné des arguments totalement fallacieux pour essayer de justifier cette opération, en parlant de la reprise du programme nucléaire iranien et le fait que les Iraniens développeraient des missiles balistiques intercontinentaux qui peuvent toucher les États-Unis. Or, dans les faits, on sait qu'une partie de l'arsenal, je dirais en tout cas des installations nucléaires iraniennes, ont été détruites lors de la précédente agression en juin 2025. Et bien évidemment, les Iraniens ne peuvent pas reprendre aussi rapidement l'enrichissement civil de l'uranium. Et parallèlement à ça, on a vu que la CIA elle-même avait déclaré que les Iraniens n'avaient pas la capacité de développer actuellement, donc n'avaient pas la capacité technologique pour développer un armement qui puisse toucher les États-Unis. Donc on voit qu'il y a une manipulation médiatique parallèlement au fait, pour essayer en tout cas de justifier cette agression, pour dire que voilà, les Américains ont agi en légitime défense, alors qu'en réalité c'est totalement l'inverse. L'agressé dans cette affaire, c'est bien évidemment la République islamique d'Iran. Très bien, Bassem, très chers téléspectateurs, on vous retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition spéciale qui, comme vous le savez, est consacrée à la situation au Moyen-Orient où actuellement les bombes fusent et la situation reste très palpable et très sensible. Je viens vers vous, Giuseppe Acancia. Giuseppe Acancia, à votre avis, maintenant qu'on a vu que le président français parle d'une éventuelle intervention aux côtés des États-Unis et de l'entité sioniste en Iran, qu'on a vu aussi les Anglais se mettre du côté des Américains et de l'entité sioniste. De leur côté, les Espagnols ou le gouvernement espagnol a fortement condamné cette escalade et cette agression contre l'Iran. Est-ce qu'on peut craindre une escalade en Europe qui est déjà en proie à une guerre? Je parle bien évidemment du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et aussi quelles pourraient être les conséquences en Méditerranée qui, elle aussi, fait face à un abcès sécuritaire ou un génocide carrément à Gaza. Giuseppe, vous me recevez? Je crois que Giuseppe nous a quittés, mais je viens vers vous, Saïd Bouamama, avec la même question. Saïd Bouamama, est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre une escalade en Europe, maintenant que l'Europe n'est plus ce qu'elle a été entre le Brexit des Anglais, du Royaume-Uni, ou encore la guerre en Ukraine, qui dévise déjà pas mal le clan européen, et maintenant vient s'ajouter à ces divisions le Moyen-Orient, avec un Espagne qui reste derrière la ligne du droit international. De l'autre côté, une France qui affirme que la situation actuelle est imputée à l'Iran et soutient l'agression contre l'Iran. Est-ce qu'on peut craindre une escalade, donc, que ce soit en Europe ou en Méditerranée? Absolument. En réalité, les intérêts des États-Unis et de l'Europe sont objectivement différents. Mais pour des choix politiques qui ont été faits, des choix atlantistes,
on s'est retrouvé avec une Union européenne qui a été uniquement derrière les projets états-uniens d'intervention partout sur la planète. Cette guerre menace fortement les intérêts européens si ceux-ci restent derrière les États-Unis. Et c'est pour cela qu'au sein de l'Europe, les contradictions vont s'exacerber. L'Union européenne va être devant une difficulté énorme, puisqu'un certain nombre de pays ne veulent plus être entièrement dépendants de la stratégie états-unienne, sont conscients que la dynamique des BRICS, qui est absolument nécessaire à prendre en compte pour comprendre cette guerre en Iran, et bien que cette dynamique correspond à leur intérêt. Et par conséquent, on va avoir, au travers de cette guerre, un révélateur de la divergence d'intérêts entre l'Union européenne et les États-Unis. On l'a bien vu au niveau de l'Ukraine, où l'Union européenne s'est retrouvée à faire l'essentiel du travail avec des États-Unis qui ont retiré les bénéfices. En réalité, la stratégie des États-Unis, c'est de faire payer les autres pour des guerres qui correspondent à leurs propres intérêts. Et donc oui, il faut s'attendre au sein de l'Europe à un développement des contradictions. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de la durée de cette guerre. Si cette guerre est de court terme, les États-Unis pourront la présenter comme une victoire. Si elle est de long terme, elle exacerbera inévitablement et les contradictions au sein de la société états-unienne, au sein même de la classe dirigeante états-unienne, comme elle exacerbera les contradictions entre l'Europe et les États-Unis. Mais il faut élargir encore plus fortement. On a, y compris au niveau d'un certain nombre d'alliés dans la région des États-Unis, des États qui se posent la question de ce qu'ils ont à gagner, à continuer à suivre les stratégies états-uniennes. Et en réalité, ce qui est en train de se jouer là, c'est la crédibilité des États-Unis. Si la guerre s'inscrit dans la durée, les États-Unis auront fait la preuve qu'ils ne sont pas en mesure de protéger leurs alliés, qu'ils ne sont pas en mesure de les défendre. Or, c'était tout leur argumentaire pour amener un certain nombre d'États du Golfe à se retrouver à être des instruments des États-Unis. Donc nous sommes devant une exacerbation du système de contradiction mondial et bien entendu en Europe également. Très bien, Saïd Bouamama, une question aussi. Tout à l'heure, Merkovitch avait commencé à parler justement de cette Amérique qui ne soutient plus le président américain, qui ne se reconnaît pas dans les promesses du président américain. Et on voit actuellement des manifestations aux États-Unis contre cette agression. On a vu des centaines de milliers également manifester contre le génocide à Gaza et aussi contre l'expansion sioniste au Moyen-Orient de façon globale. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui sur les États-Unis? Est-ce que le front interne américain est fragilisé? Alors, pour bien saisir l'enjeu de cette question, il faut avoir en tête qu'une guerre ne se gagne pas uniquement sur le plan militaire. Elle se gagne également sur la dimension du consentement de la population à cette guerre. Or, si l'on regarde le seul sondage qui a été fait depuis le début de cette guerre, c'est seul un Américain sur 4 s'est prononcé en faveur de la guerre. Tous les autres se sont prononcés contre. Les contradictions touchent à la fois, bien entendu, les membres du Parti démocrate qui sont dans l'opposition aujourd'hui, qui se sont exprimés contre cette guerre, mais ça touche également d'anciens alliés de Trump qui faisaient partie du mouvement MAGA et qui aujourd'hui s'estiment trahis puisqu'il a été élu sur la promesse d'arrêter les guerres. Et donc on a aujourd'hui, au sein des États-Unis, à la fois une population qui, depuis le génocide à Gaza, a commencé un retournement. C'était la première remise en cause du narratif sioniste depuis 1948, la première fois que le narratif sioniste était autant touché aux États-Unis, mais également au sein de la classe politique. Et donc, sans doute que Trump aura affaire non seulement au rapport de force militaire, mais également au rapport de force politique à l'intérieur des États-Unis. Rappelons que sur les guerres antérieures, qui ont eu des consentements populaires plus forts, tels que la guerre du Vietnam à ses débuts, tels que la guerre d'Algérie, etc., les puissances impérialistes ont été confrontées à leur opinion publique. Et donc, si la guerre perdure, eh bien, il faut s'attendre à ce que l'opinion publique, progressivement, voyant revenir les cercueils des soldats, constatant le coût de cette guerre pour leur propre famille, eh bien, se retourne. Et donc, c'est pour cela que Trump favorise une guerre de court terme, mais là, c'est un échec. Et si la guerre dure, eh bien, ça sera une défaite états-unienne, inévitablement.
Très bien, Saïd Bouamama, d'autant plus que justement vous avez parlé des cercueils. Les premières pertes américaines sont déjà enregistrées. Je viens vers vous, Faisal Metawi. Vous avez parlé tout à l'heure de la Syrie, de l'Irak, de l'ensemble de ces pays qui ont été déstabilisés. Vous avez fait également un saut jusqu'à l'Afrique. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la Syrie et de l'Irak? Est-ce qu'elles sont simplement des zones de passage ou elles sont en train de devenir des cibles plus larges et plus stratégiques pour un plus large contrôle? C'est des pays qui sont toujours ciblés. Parce qu'on avait parlé des Kurdes, il y a toujours un travail pour que les Kurdes d'Irak réclament leur indépendance. La même chose maintenant en Syrie. C'est vrai que la Syrie s'est stabilisée ces derniers mois, mais l'entité sioniste est toujours dans les Golans et rêve aussi d'y rester pendant longtemps. L'entité sioniste a bombardé ces derniers mois également l'Irak et la Syrie. L'objectif, c'est d'affaiblir et de continuer d'affaiblir ces deux États, ces deux pays, parce que la Syrie, à un moment donné, est un pays qui était fort et qui était une menace pour l'entité sioniste, parce que l'une des choses, le gros mensonge qui est utilisé à chaque fois pour justifier les agressions et justifier les guerres, c'est d'abord la sécurité d'Israël, comme si la sécurité des autres États n'était pas importante. Et la deuxième chose, c'est l'attaque préventive plutôt. Parce qu'actuellement, ce qui se passe en Irak, en Iran plutôt, c'est une attaque préventive. C'est quoi une attaque préventive? On attaque un pays à supposer que ce pays va développer un programme nucléaire, avoir des missiles intercontinentaux, alors que l'Iran n'a pas de missiles intercontinentaux. Et rappelez-vous, ça nous rappelle Tinhinan, la guerre d'Irak, la fameuse petite capsule de Colin Powell qui était à l'ONU, nous disant voilà la preuve de l'arme de destruction massive, alors que tout le monde sait que c'était un mensonge. Et ce mensonge a duré pendant des années, avec la complicité évidemment des médias mainstream. Tucker Carlson est en train de faire une exception aux États-Unis. Il était pendant longtemps au soutien du président Trump. Très proche de Trump. Absolument, là il est en train de dire autre chose. Et parce qu'aux États-Unis, on a ce besoin d'écouter autre chose. Vous avez parlé, Tinina, des manifestations contre la guerre en Iran. Ça nous rappelle un peu un souvenir lointain des guerres contre l'Irak, parce qu'il y a eu des manifestations. L'opinion publique était en grande partie contre, et également contre les guerres au Vietnam, Stop War, dans les années 60 et 70. Ça veut dire qu'il y a une opinion publique qui est contre, et cette opinion publique, je pense qu'elle va devenir de plus en plus coléreuse lorsque les cercueils des soldats vont commencer à arriver aux États-Unis, parce que je ne crois pas au chiffre de 6 morts. Parce que là, le Pentagone nous parle de 6 à 14 morts. Je pense qu'il y en a plus. Parce les sources iraniennes parlent d'au moins 40, une quarantaine de décès américains. Parce qu'on ne peut pas bombarder la base de la 5e flotte au Bahreïn, bombarder la base de l'Udeid au Qatar et la base aux Émirats, et même la base qui était à Chypre et en Irak, sans qu'il y ait des victimes. Ces bases, ils sont habitées par les soldats, et donc on est en train de gérer la guerre sur le plan médiatique, mais jusqu'à quand? Parce que le danger de cette guerre, c'est la durée. Tout le monde sait que plus la guerre dure, et M. Bouamama l'a expliqué, plus le danger va devenir pesant, notamment pour l'économie. Parce qu'on oublie que le détroit d'Ormuz est fermé. Et que l'Europe, parce que vous avez parlé d'Europe, et d'ailleurs l'Europe sera l'une des victimes de cette guerre, victime collatérale, si j'ose dire. Parce que le GNL qatari ne part plus en Europe actuellement. Il y a aussi des engrais et d'autres produits. La pétrochimie qatari est à l'arrêt. Le pétrole et le gaz, 20% de cette production mondiale passe par ce détroit d'Ormuz. Les aéroports, ils sont fermés. Les espaces aériens de plusieurs pays sont fermés. La marine marchande ne fonctionne plus, notamment dans la région du Persique. Donc, il y aura des retombées qui commencent depuis hier sur l'économie mondiale, avec le renchérissement des prix du pétrole et du gaz. Et l'Europe sera ciblée. Alors, le ministère des Affaires étrangères iranien a envoyé un avertissement à l'Europe en disant ne vous mêlez pas, parce que l'attitude de la France, elle est un peu curieuse. Voilà un pays qui est en déclin industriel, qui est en déclin diplomatique, qui a des divisions internes, où il y a une extrême droite qui est en train d'empoisonner l'espace politique français en espérant décrocher la timbale ou décrocher les élections présidentielles, avec un président qui annonce que la France va augmenter, c'est la course à l'armement, d'augmenter le nombre de têtes nucléaires françaises. C'est un pays qui veut se positionner. Le plus curieux, c'est les médias mainstream, les médias de l'extrême droite française, qui disent que la France doit intervenir en Iran pour légitime défense. Est-ce que l'Iran a agressé la France? Est-ce que l'Iran a envoyé des missiles en France? C'est vrai qu'il y a un bombardement d'une base militaire française, d'une petite base, la base 101, je pense, aux Émirats arabes unis, mais ce n'est pas une agression contre le peuple français. Pourquoi la France voudrait se mêler de cette guerre? Donc, encore une fois,
C'est une manière... Mais cet argument, il y est déjà depuis la guerre en Ukraine. Oui. L'extrême droite tend à vouloir... Pourquoi est-ce que justement l'extrême droite, pourquoi est-ce que la Macronie, si je peux me permettre cette expression, tend à vouloir à tout prix aller vers une guerre? Une guerre pour encore une fois, faire fonctionner le complexe industriel, militaire-industriel, parce que c'est une véritable idée, ce n'est pas juste une idée idéologique. Ce complexe existe et ce complexe devient de plus en plus riche lorsqu'il y a une guerre. On oublie que les missiles coûtent très cher, Tininan. Les missiles les missiles Tomahawk, les antimissiles qui sont utilisés actuellement par l'armée américaine et sioniste, coûtent beaucoup et ça fait aussi fonctionner ces usines. Maintenant, pour la France et pour l'Europe, Tininan, on en a parlé déjà par le passé. L'Europe et l'Occident, en général, vit une grave crise morale. Leur silence sur les crimes de l'antisionisme sur Gaza restera une tache noire de leur histoire. Ils se sont tus. Ils ont pris l'extrême droite française notamment, et après la défense de l'antisioniste, après essayer de démentir toutes les déclarations, notamment de la gauche française sur les crimes commis, les crimes de guerre. Et donc cette extrême droite est elle-même dans un projet messianique, dans un projet qui est proche de Netanyahou à Tel Aviv, et donc elle défend toutes les options prises par ce pouvoir qui est donc à Tel Aviv. Autre chose, les Européens n'ont pas vraiment plaidé pour la paix en Europe. Il y a un conflit de haute intensité en Europe avec l'Ukraine. Le deuxième conflit est là. Et eux, sur le plan de la sécurité énergétique, à mon avis, de l'Europe est en danger. Parce que si cette guerre va continuer, ils seront réellement en danger. Évidemment, on dira qu'il y a des fournisseurs crédibles comme l'Algérie qui fournit du gaz à l'Europe, il y a aussi la Norvège, l'Azerbaïdjan. Mais ce n'est pas suffisant, parce que dans le futur, si cette guerre continue, il y aura de l'inflation qui va donc toucher les marchés, notamment aux États-Unis, il y a déjà une colère sociale, et les pays européens. Et donc tout intérêt de l'Europe est ne pas de se mêler de cette guerre, ne pas continuer à verser l'huile sur le feu. Au contraire, on n'a pas entendu un dirigeant européen, mis à part évidemment le Premier ministre d'Espagne, qui a interdit l'utilisation des bases américaines en Espagne. On n'a pas utilisé on n'a pas écouté une voix occidentale qui appelle à la paix, qui appelle à la retenue, qui appelle à l'arrêt des hostilités. Non, tout le monde est presque d'accord avec cette guerre, comme si la guerre était une solution. Et on voit bien qu'une guerre sans objectif, si elle est menée et si elle perdure, sera réellement une catastrophe pour les économies européennes, les économies occidentales en général. Je tiens juste à signaler qu'en ce qui concerne la guerre messianique, Netanyahou ne s'en cache pas. Oui, il le dit clairement, oui. c'est la guerre de la lumière, c'est-à-dire de l'entité sioniste contre le mal, en parlant du monde arabe et de la résistance palestinienne. Oui, donc l'objectif, il est là. Et tout à l'heure, M. Ayashi, vous parliez justement de ce projet, du Grand Israël. D'ailleurs, je vais rester avec vous. Monsieur Ayashi, est-ce que vous pouvez nous faire un retour finalement à la lumière de ce que vient de dire Faisal, à la lumière de ce qu'a dit tout à l'heure Saïd Ouamama, sur la situation interne aux États-Unis, sur ses relations avec l'Europe aussi en Occident face à ce conflit de haute intensité? Est-ce que vous pouvez nous faire un quid sur le dollar, sur la puissance diplomatique américaine, sur son armée, sur l'industrie militaire, et aussi ses difficultés face à ce conflit? Parce que Trump le dit, première annonce, on en a pour maximum 3 à 4 semaines. Deuxième annonce, il fait un pas en arrière en disant que finalement la guerre risque de durer. Qu'est-ce que ça nous dit sur les États-Unis? Alors, à mon sens, 2 acteurs ou 2 leviers pour répondre à votre question. D'un côté, on peut l'appeler le complexe militaro-industriel, mais appelons-le aussi la finance américaine dans son ensemble, principalement peut-être l'industrie militaire, mais pas que, et de l'autre côté, l'entité sioniste. Les 2 manœuvres et en complémentarité complète, parce que des fois, ce sont les mêmes qui sont à la finance et qui forment le lobby sioniste. Je voudrais, ça va me permettre de répondre, j'allais dire d'une certaine façon à votre question, revenir sur votre question que vous avez posée au docteur Laraj à propos du droit international et trucs. Vous savez, il n'y a pas si longtemps quand même, la planète connaissait un certain équilibre dans les relations internationales parce que malgré des crispations et des fois même plus que des crispations, on arrivait à solutionner des conflits dans le cadre des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Mais depuis l'arrivée de la nouvelle administration américaine, elle a complètement bypassé l'ONU, d'abord évidemment par petites touches, mais maintenant très ouvertement,
On a vu ce qui s'est passé au Venezuela, on a vu ce qui s'est passé à Gaza, et on a vu ce qui s'est passé par 2 fois en Iran dans la tragédie que le monde vit actuellement. Tout simplement, cela en dépit du droit international, en violant le droit international. D'ailleurs, vous remarquerez que quand vous parlez de l'Europe, et j'y viendrai aussi, Macron parle que la Norvège d'abord l'a dit dès les premiers jours, que c'était une atteinte au droit international, et Macron lui-même, parce qu'il ne sait plus sur quel pied danser, il parle d'une certaine façon d'une atteinte au droit international en parlant de l'agression de l'Iran, mais de l'autre côté il se met à la disposition de l'administration américaine pour apporter... Je tiens à signaler que le président français dit la France n'approuve pas les attaques américaines et israéliennes, mais ne pleure pas la mort des dirigeants iraniens. Encore une fois, c'est la danse de Saint-Guy. On ne sait pas sur quel pied danser. L'Iran, comme si il appartenait à M. Macron de juger de la validité du régime iranien. On ne lui demande pas ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. Mais, et donc, depuis l'arrivée de la nouvelle administration américaine, le droit international est complètement occulté et donc c'est l'hyperpuissance qui agit selon son bon droit, en ne demandant même pas d'ailleurs d'avoir un mandat des Nations Unies, encore moins, et d'une certaine façon en consultant du bout des lèvres le Conseil de sécurité quand il faut le faire, par exemple pour le dossier du Sahara occidental, mais pas plus. Et puis, vous avez parlé de l'Europe. Vous allez trouver encore le lobby sioniste. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous le discours de J.D. Vance à Munich l'année passée, où il a dit il faut laisser arriver l'extrême droite allemande. Mais en fait, c'est l'extrême droite partout dans les pays européens. Et dernièrement encore, Trump l'a dit, lorsqu'il a dit à l'Europe, vous allez vous faire bouffer par l'immigration et vous ne savez pas gérer vos affaires, c'est-à-dire laisser arriver l'extrême droite. Pourquoi l'extrême droite? Et ça, c'est la manœuvre sioniste. Parce que l'extrême droite, dans un passé relativement récent, il y a 50 ans, était antisémite. Totalement antisémite, profondément antisémite. Et maintenant que l'extrême droite qui a vu le vent tourner, et vous remarquerez que toutes les extrêmes droites en Europe soutiennent Israël, elle est culpabilisée, tétanisée par les accusations d'Israël et qui les tiennent en main maintenant. Toutes les formations d'extrême droite sont sous l'emprise du lobby sioniste. Et par conséquent, le lobby sioniste a intérêt à ce que l'extrême droite arrive au pouvoir un peu partout parce que ce sont des alliés d'une certaine façon corvéables et taillables à merci, ils les ont sous la main. Et puis, il y a cette situation du président Trump maintenant aux États-Unis, parce qu'il s'est présenté à son électorat MAGA comme étant celui qui va faire la paix. Lui-même se targuait d'avoir résolu 8 conflits internationaux. Il est candidaté pour le prix Nobel, mais en réalité, sous l'emprise du lobby sioniste, Faisal tout à l'heure a parlé de son gendre, mais il y a encore plus large que Jared Kushner. Et pourquoi? Peut-être qu'on le saura. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine affaire Epstein qui, d'une certaine façon, est aux mains du Mossad et qui, d'une certaine façon aussi, tient en laisse le président Trump et qui le manœuvre? Et donc, il ne peut rien refuser à l'antisioniste. Monsieur Bouham tout à l'heure a rappelé qu'un Américain sur 4, c'est-à-dire 25% de la population américaine seulement, approuvé l'attaque sur l'Iran, il y a 65% de l'électorat MAGA qui contre la guerre de l'Iran. Parce que tout simplement, America First, il devait se concentrer. Elle ne répond pas aux promesses électorales qui ont été faites par M. Trump. Mais pourquoi M. Trump j'allais dire, a un comportement quasi suicidaire quand on sait qu'il y a prochainement les mi-termes, les élections des mi-termes, et pourtant, parce que tout simplement, il est tenu en laisse par le lobby sioniste. Et donc, vous voyez que Israël joue, et le lobby sioniste, bien sûr, joue sur tous les tableaux pour pouvoir avoir le maximum de soutien dans son entreprise, pas seulement de sécuriser Israël, mais de faire la guerre aux autres pays. C'est-à-dire, c'est un État dominateur, un État agressif, un État qui veut absolument aller vers un projet messianique pour faire plaisir à son extrême droite à lui, avec le truc. Et évidemment, avec M. Netanyahou, qui maintenant ne cache pas dans ses déclarations les références sionistes religieuses
le sionisme religieux maintenant, dans toutes ces opérations de guerre qu'il sème ici et là. Entre autres, maintenant, il se tourne vers le Liban parce que c'est un pays fragile, c'est un pays qui est miné déjà par les divisions confessionnelles, et il jette la discorde à propos de Hezbollah, qui est rejeté par, bien sûr, d'autres factions politiques, et qui va maintenant mettre le parti Hamel chiite en mauvaise position à l'intérieur de l'Iran. Et à Dieu ne plaise, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre civile au Liban dans un proche avenir. Je rappelle rapidement les contradictions des dirigeants européens, notamment occidentaux, parce qu'il y a de tout. Hein. Alors, le président Emmanuel Macron français, Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Keir Starmer, c'est le Premier ministre britannique, sont prêts à des actions défensives proportionnées, on ne sait pas c'est quoi, pour détruire la source des capacités de l'Iran à tirer des missiles et des drones. Ça, c'est la position des trois pays. Et puis vous avez Emmanuel Macron qui dit des choses aussi contradictoires. D'une part, il avertit contre des risques d'instabilité, d'embrasement aux frontières de l'Europe. Il a souligné que la force des armes seule ne suffisait pas à jaillir de la démocratie. En même temps, vous avez Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui déclare que la seule solution durable était diplomatique. Et puis elle ajoute, elle a toutefois appelé à une transition crédible en Iran. Ça veut dire qu'elle soutient le changement de régime. Kaja Kallas, qui est donc la haute représentante de l'Union européenne, a appelé, pour sa part, à une retenue maximale et au respect total du droit international humanitaire. Pas le droit international. En plus, vous avez Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'OTAN, qui dit quelque chose de très grave. Il dit, attention aux Européens, il faut s'attendre à ce que les Européens devraient s'attendre à se préparer à une guerre d'une ampleur comparable à celle vécue par les générations précédentes, c'est-à-dire à une troisième guerre mondiale. Allez savoir qui dit la vérité, qui est sur la bonne voie. Ça en dit long aussi sur les relations internes à l'Europe et au clan occidental de façon globale. Très chers téléspectateurs, on se retrouve juste après cette courte page publicitaire. Cette dernière partie de cette édition spéciale consacrée à la guerre au Moyen-Orient qui, pour rappel, touche son 4e jour, et les déclarations, comme l'a rappelé tout à l'heure Faisal Metaoui, fusent d'un côté comme de l'autre. Par ailleurs, le président français avait affirmé lors de son discours avoir l'envoi d'un porte-avions au Moyen-Orient. Il s'agit donc du porte-avions Charles de Gaulle. Il parle également d'envoi d'une frégate ainsi que d'un avion Rafale qui sera déployé pour défendre, affirme-t-il, nos alliés, je cite. Ce qui me ramène à vous, Bassem Laredj. Bassem Laredj, à la lumière de ce qu'on vient de dire, à la lumière des déclarations du président français Emmanuel Macron, et aussi des rappels très intéressants de Faisal Metaoui quant aux dirigeants de l'Union européenne et de l'Occident de façon générale. Qu'est-ce que ces déclarations nous disent sur les relations militaires aujourd'hui en Europe, en Occident de façon générale, mais plus particulièrement en Europe ? Oui, pour l'Europe, là, on voit un alignement quasi total des États européens sur la position américaine. En réalité, même s'il y a un petit peu de critique, en tout cas dans certaines paroles, mais de manière globale, c'est un alignement total. Et le déplacement du Charles de Gaulle... Vous m'entendez ? Oui, je vous reçois, monsieur Laredj. Et le déplacement du porte-avions français dans la zone est un signal fort qui est envoyé dans ce sens, qui est un alignement direct sur la position américaine en réalité. Et donc ça pourrait être interprété par l'Iran aussi dans l'autre sens, comme une complicité. Et donc il poussera peut-être également l'Iran à s'attaquer aux intérêts français dans la zone et ne plus se limiter aux intérêts américano-israéliens. Et donc ce qui peut également contribuer à l'élargissement de ce conflit au Moyen-Orient et élargir son impact à la fois sur le plan sécuritaire, humain
et militaire, et rendre donc le coût de cette guerre encore plus élevé pour la coalition qui s'oppose à l'Iran aujourd'hui, donc que ce soit les États-Unis ou Israël. Et donc carrément c'est la stratégie iranienne, d'ailleurs dans ce cadre du temps long en réalité, d'essayer de faire durer ce conflit le plus de temps en réalité pour impacter négativement et que le coût de cette guerre soit extrêmement élevé pour la partie américaine, pour la israélienne, bien évidemment, pour les pousser à revoir leur stratégie dans la zone. Et pour revenir aux Européens, comme ça a été déjà dit sur votre plateau, en dehors de l'Espagne qui a adopté une position très claire sur cette agression contre l'Iran, on a vu des hésitations de la part des États européens, dont la majorité n'ont pas condamné l'agression israélo-américaine contre l'Iran, mais qui au contraire se sont précipités pour condamner les attaques iraniennes sur les bases américaines dans la zone, donc dans les monarchies du Golfe, pour condamner, selon eux, l'agression iranienne contre les monarchies du Golfe. Donc on voit que finalement la position des Européens est un alignement total. Et d'ailleurs, les Européens, depuis un certain nombre d'années, on l'a vu dans le cadre du conflit ukrainien, leur position finalement leur positionnement en tout cas sur ces dossiers s'oriente et s'aligne totalement sur la position américaine, ce qui pose question d'ailleurs dans l'espace politique européen sur cette stratégie, donc qui est nuisible en réalité pour cette construction européenne qui a été souhaitée en tout cas par les précédents dirigeants et qui met également en avant la faiblesse structurelle de l'Europe qui n'a pas su construire une puissance militaire totalement indépendante des États-Unis. Très bien, Bassem. Je rappelle que les dernières informations parlent ou affirment que les bombardements se poursuivent actuellement sur les territoires palestiniens, occupés par ailleurs également. La base américaine de Erbil a également été visée. Je reste avec vous, Bassem Laredj. Bassem Laredj, vous avez parlé de conséquences finalement négatives et néfastes de cette guerre sur l'ensemble de la région. À votre avis, comment est-ce que les routes commerciales risqueraient d'être impactées ou elles risqueraient de devenir directement des corridors militaires stratégiques finalement? Bassem, je m'adresse à vous. Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous avez entendu la question ou je vous repose la question? Oui, j'ai bien entendu la question. Effectivement, la question des corridors économiques et maritimes, principalement, sont un enjeu stratégique dans cette guerre. Et on voit avec la décision des Iraniens de fermer le détroit d'Ormuz, c'est l'impact économique en réalité qui est recherché sur l'impact économique de cette guerre qui est recherché donc pour faire élever le coût de ce conflit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pousser les Américains à revoir leur stratégie dans la zone, parce que ça va impacter en réalité le monde entier. On voit déjà avec l'augmentation des prix des hydrocarbures sur les marchés internationaux, et cette augmentation risque de se poursuivre. En réalité, il y a un autre corridor qui est très important, qui n'a pas encore été cité, mais c'est le Bab el-Mandeb, qui est également un passage très stratégique et qui pourrait également être ciblé par un autre allié des Iraniens qui sont les Houthis. Dans ce cas-là, également la mer Rouge, ça a été même soulevé il y a avant-hier par le président égyptien, donc ce qui peut impacter également le canal de Suez et tout ça donc contribue finalement à cette crise internationale, que ce soit économique ou politique, et donc qui va contribuer finalement à faire changer à pousser les opinions publiques internationales, en tout cas à s'opposer à ce conflit. Et donc, comme ce qui a été dit déjà tout à l'heure par rapport à la position américaine, on peut voir comment le président américain sera mis en difficulté par rapport à son propre électorat, dont une grande majorité s'oppose à ce conflit et qui verra directement l'impact de cette crise en réalité dans sa vie quotidienne, avec l'augmentation de tous les produits de première nécessité, parce que tout le commerce international risque d'être perturbé. Très bien, Bassem. Je viens vers vous, Monsieur Saïd Bouamama. Depuis tout à l'heure, on est en train d'expliquer finalement qu'aujourd'hui, il est question d'une guerre où les intérêts sont divergents, où les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Finalement, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, et d'ailleurs Faisal avait signalé au tout début de son intervention, au début de l'émission, que finalement qu'il est presque
contre nature qu'en pleine négociation, les États-Unis décident d'aller agresser l'Iran avec qui ils étaient en négociation à Oman. Mais finalement, est-ce qu'on est face à une guerre ouverte ou à une guerre stratégique savamment calculée par des acteurs qui soient étatiques ou supranationaux, surtout quand on sait que finalement les États-Unis essayent de redistribuer les cartes de façon à ce qu'on les arrange. Je fais référence aux pressions américaines en Indo-Pacifique, en outre. Je crois vraiment que pour comprendre cette guerre et pourquoi ce qui peut sembler irrationnel du côté états-unien, il faut prendre la mesure des difficultés aujourd'hui des États-Unis à maintenir leur hégémonie. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui relie le Venezuela à l'Iran, au Groenland. Nous sommes dans une situation dans laquelle les documents même états-uniens, je parle du rapport de Marc Rubio sur le développement de la Chine et sur les avancées technologiques et scientifiques de la Chine. Je parle du document de défense, de la stratégie de défense états-unienne qui indique très nettement qu'il considère que la Chine est l'ennemi numéro un et qu'on ne peut pas la battre militairement aujourd'hui et que par conséquent, il faut saper les bases économiques du développement chinois. Et c'est à la lumière de ce contexte mondial global qu'il faut analyser ces différentes guerres. Les États-Unis tentent de se repositionner militairement comme étant un intermédiaire incontournable pour tout ce qui concerne le pétrole et le gaz. Et pour cela, ils ont besoin, dans un court terme, de remettre la main, de recontrôler un certain nombre d'axes stratégiques. Et il y a bien entendu le Moyen-Orient, il y a toutes les sources d'énergie, et ça fait partie également des pressions qui ont été menées sur l'Algérie. Bref, on a une stratégie globale pour tenter de reprendre pied militairement. Sauf qu'il y a surestimation de la possibilité de le faire. Ça n'est possible qu'à partir du moment où les États cèdent au chantage. Et c'est pour cela que la guerre en Iran aujourd'hui est une guerre qui peut avoir des effets sismiques mondiaux pour une raison toute simple. C'est que la crédibilité des États-Unis, la force de leur chantage va être évaluée au regard de cette guerre. Monsieur Bouamama, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi, cette guerre en Iran? On voit que les Américains ont quand même des difficultés sur le terrain. Je rappelle que les informations de dernière minute rapportent des combats en cours au sud Liban, des combats terrestres la résistance libanaise fait face à l'incursion sioniste au sud Liban. Monsieur Bouamama, qu'est-ce que ça nous dit sur la stratégie militaire américaine? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette stratégie américaine, sur la stratégie de guerre américaine, mais aussi sur sa situation militaire, sur son industrie militaire, sur sa capacité militaire? Alors nous sommes aujourd'hui déjà devant, et c'est une conclusion qui n'est pas exagérée, déjà devant un premier échec états-unien, puisque tout était annoncé en termes de guerre courte, avec une possibilité par un déploiement de forces énorme de faire céder l'Iran. L'Iran a montré qu'elle s'était préparée à cette guerre, qu'elle avait anticipé cette guerre, et que par conséquent, elle s'était fortement préparée. En témoigne la stratégie militaire iranienne qui consiste, d'une part, à généraliser la guerre à l'ensemble de la région en attaquant les bases militaires de différents endroits, mais aussi à accroître le coût de cette guerre pour les États-Unis. Également, à un niveau strictement militaire, c'est d'utiliser l'ensemble de ces armes de génération ancienne. Les drones et les missiles iraniens qui ont été utilisés jusqu'à présent sont des missiles d'ancienne génération, qui coûtent peu à l'Iran, alors que les antimissiles qui sont nécessaires coûtent énormément, et qu'il faut 2 à 3 antimissiles pour pouvoir arrêter les missiles d'ancienne génération. On se retrouve donc dans une situation où tout va dépendre du stock de missiles et de drones que les États-Unis vont pouvoir tenir dans la durée. Or, on a des États-Unis qui ont livré de très nombreuses armes à l'Ukraine, qui ont, pendant 2 ans de génocide en Israël, livré d'énormes quantités également, et il n'est pas certain du tout que l'industrie d'armement états-unienne soit capable de tenir dans la durée. Les Iraniens en sont conscients, et c'est pour cela qu'ils jouent sur la durée. Et donc, même d'un point de vue strictement militaire, nous avons un Iran qui a une stratégie anticipée, alors que les États-Unis se retrouvent à devoir bricoler, tout simplement parce qu'ils comptaient sur une victoire rapide et sur une guerre de quelques jours.
Très bien, Saïd Mohamed, je rappelle que ce n'est pas la première fois que les États-Unis misent sur une guerre rapide. Je fais référence à l'Afghanistan. Ils se sont retrouvés 20 ans plus tard à retourner sur le terrain et à mener une autre agression. Je viens vers vous, Faisal Metaoui. À la lumière de ce que vient de nous dire finalement Monsieur Saïd Bouamama, mais aussi les déclarations du président français et les dirigeants dont vous avez parlé, vous avez très bien fait, je le redis. Est-ce qu'on peut s'attendre finalement à un spectre d'un affrontement naval dans le Golfe Persique dans la situation actuelle? Oui, parce que le président Trump dit qu'il va libérer les chemins de l'énergie, voilà. le détroit d'Ormuz. Mais ce serait compliqué de libérer les chemins de l'énergie. D'abord, vous savez que les principaux armateurs dans le monde ont arrêté leurs opérations dans la région et que le Qatar a coupé donc la production du GNL, la production pétrochimique, qu'il est compliqué maintenant de faire exporter le gaz. Donc cette situation, M. Bouamama l'a souligné, la principale inconnue, j'allais dire le principal danger pour cette opération militaire engagée en Iran et au Moyen-Orient, c'est le temps. On ne sait pas combien ça va durer. Je voulais rappeler seulement, Tenehina Makassi, qu'il y a 2 anciens chefs d'état-major américains qui étaient contre la guerre. Je citerai Mark Milley, qui a s'est exprimé plusieurs fois contre cette offensive contre l'Iran, en soulignant que les ressources des États-Unis devraient être plutôt mobilisées pour affronter ce qu'ils appellent, eux, les concurrents stratégiques, la Russie et la Chine. Et pour lui, pour le général Mark Milley, c'est une guerre qui peut être perdue. Pour l'amiral Mark Mullen, qui est quand même un grand militaire américain, pour lui, cette guerre, il le disait avant l'engagement des troupes, cette guerre sera incroyablement difficile à arrêter. Et c'est vrai que tous les experts militaires le disent aujourd'hui. Comment cette guerre va se terminer? Est-ce que c'est un affrontement global? Est-ce que l'Iran, qui s'est bien préparé à cette offensive, l'Iran se prépare depuis plus de 30-40 ans à cette guerre, il savait qu'un jour ou l'autre, l'entité sioniste va le bombarder, qu'il sera aidé et soutenu par les États-Unis. Donc on a un inconnu, comment cette guerre va être arrêtée. Est-ce qu'en engageant, parce que là on est en train de faire des appels pour que les alliés occidentaux se mêlent, alors que tout le monde sait que Donald Trump, qui n'a pas consulté son propre Parlement, n'a pas consulté les Européens pour mener cette guerre, comme d'ailleurs vous aurez remarqué que même les négociations ne se font en dehors du territoire européen, c'est à Oman. C'est vrai qu'il y a eu Genève, mais généralement c'est d'autres pays hors Europe qui mènent les négociations, qui ont mené les négociations, et l'administration américaine a livré aussi une guerre commerciale, parce que la guerre commerciale n'est pas uniquement livrée à la Chine, elle est livrée aussi à l'Union européenne. L'Union européenne est également un concurrent, on l'oublie, sur le plan économique des États-Unis à travers donc les taxes, etc. Il y a un autre pays qui, à mon avis, ciblé, c'est le Pakistan, parce que le Pakistan est un pays qui possède la bombe nucléaire, mais personne ne dit au Pakistan de se débarrasser de sa bombe. Le droit de posséder des bombes, visiblement, n'appartient qu'aux pays occidentaux, les pays nantis, les pays membres du Conseil de sécurité. En parenthèse, vous défendez beaucoup l'Afrique téninienne. L'Afrique n'est toujours pas représentée dans ce Conseil de sécurité. D'ailleurs, on se demande où est le Conseil de sécurité. Le Téhéran, le ministère des Affaires étrangères iranien, a saisi le Conseil de sécurité pour réagir. Or, il n'y a pas eu de réunion d'urgence pour essayer d'arrêter ce qui se passe en Iran, et tout le monde sait que, en parenthèse aussi, l'Iran aussi ne respecte pas le droit international, puisqu'il bombarde aussi d'autres pays, même s'il bombarde des bases américaines situées dans un territoire de pays souverains. Monsieur Laralaj a rappelé aussi tout à l'heure que le droit international a été clairement violé. Mais est-ce qu'on a entendu les voix qui habituellement crient au scandale lorsqu'il s'agit de Palestiniens ou des pays arabes, etc., dénoncer cette agression du droit international, ce non-respect du droit international? Tout le monde se tait. Et là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, Télina, de la crise morale de l'Occident. Elle est maintenant très très claire. Elle a été Raza, malheureusement, malgré le nombre élevé de victimes, il y a toujours des victimes à Raza. On le traite quotidiennement dans nos journaux, dans cette chaîne. Chaque jour, il y a des morts depuis maintenant 3 ou 4 ans. Cette crise à Raza, ce drame humanitaire, ces crimes contre l'humanité ont dévoilé le véritable visage. Je ne parle pas des opinions publiques, je ne parle pas de la rue. Parce que on parle des dirigeants. J'en parle des dirigeants, de certains dirigeants, parce qu'il y a quand même une classe politique, comme en Espagne, comme en Norvège, comme en Irlande, des pays qui ont dit d'autres choses que la mainstream, que la bien-pensance unique par rapport au soutien inconditionnel à l'entité sioniste. Donc cette guerre de l'Iran pose aussi une nouvelle fois la question de la moralité de cet Occident qui n'arrive pas à se départir de la pensée néocoloniale et coloniale, et à accepter qu'il y a un autre monde qui est possible. J'ai parlé de ce nouveau monde, cet équilibre
notamment à travers les BRICS, etc., et à travers d'autres groupes, qui est en train d'émerger, à travers l'Afrique, qui est en train de reconquérir notamment sa souveraineté économique, qui est en train de se débarrasser des réflexes néocoloniaux, etc. Donc, face à ce monde, il y a cette partie de l'Occident qui continue à croire qu'elle a la superpuissance et qu'elle peut imposer cette loi à travers la force, à travers l'aviation, à travers l'engagement des troupes. Très bien, Faisal Metaoui, je rappelle surtout quand vous parlez de ces 2 poids, 2 mesures et de manque de morale de l'Occident, on l'a vu lors du début du conflit en Ukraine, lorsque des médias ou des journalistes affirmaient que les gens en Ukraine avaient des yeux bleus, qu'ils ne pouvaient pas. Ah oui. C'était assez flagrant de c'est scandaleux. Il y a aussi l'affaire Epstein qui est le summum de la déchéance morale de l'Occident. Je me dis peut-être rapidement, avant de donner la parole à M. Ayachib, peut-être que cette guerre aussi sert à faire oublier l'affaire Epstein. Parce que l'affaire Epstein, à mon avis, n'a pas livré tous ses secrets. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se cache. On a engagé, parce que la manière avec laquelle les États-Unis sont engagés de cette guerre pose beaucoup de questions. Dans Trump, d'ailleurs. Absolument. Monsieur Ayesh, il y a une information de dernière minute. C'est le secrétaire d'État américain qui affirme que les États-Unis sont en train, ou il annonce que les États-Unis sont en train d'intensifier leur campagne militaire en Iran. Quel commentaire faites-vous à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, de cette déclaration de Marco Rubio? Vous savez, Tina, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut clairement parler de la guerre d'Israël. C'est Israël qui fait la guerre. Et l'hyperpuissance américaine vient en soutien de ce projet de faire la guerre de l'entité sioniste. Parce que tout simplement, c'est encore une fois l'entité sioniste qui a la manœuvre. Et si on se pose, je reviens vers ce que disait Faisal à l'instant, il y a une classe politique américaine qui n'est pas pour la guerre contre l'Iran, parce que quel intérêt pour les États-Unis ? Des chefs militaires même qui disent que ça peut être un bourbier pour l'armée américaine, et ce qui n'est pas fait pour, d'une certaine façon, j'allais dire, glorifier la première puissance militaire du monde. Et puis, malgré cela, Trump et son administration engagent les États-Unis dans cette guerre dont ils ne sortiront pas vainqueurs. Parce que si l'on tient le fait que peut-être pour un objectif affiché ou non affiché, de priver la Chine de son approvisionnement en pétrole à un prix intéressant fourni par l'Iran, cela aurait pu se faire autrement d'ailleurs. Et je crois que de ce côté-là, les Américains ont les experts qu'il faut pour réaliser cette configuration. Mais par contre, si l'on retient que ce sont les Israéliens qui veulent faire la guerre à l'Iran parce qu'ils ont un objectif militaire annoncé, et ils ont un projet encore plus lointain, celui du Grand Israël, et de fragmenter la région du Moyen-Orient, bien entendu, à ce moment-là, tout s'éclaircit. Et Trump est à leur service. Il le manœuvre, il le truc. Et Trump et les Européens dont parlait Faisal à l'instant, d'ailleurs, dans les sionistes ne veulent pas beaucoup, parce que, je le répète, ils misent sur l'extrême droite. Ils veulent que l'extrême droite arrive au pouvoir dans tous les pays d'Europe, ou dans le maximum des pays d'Europe. D'où d'ailleurs la réaction de l'Espagne, qui a compris cela. Vox en Espagne s'est aligné sur Israël dans tous les projets militaires qu'il a, en Palestine et en Iran. Faut-il rappeler que le président américain a annoncé des sanctions contre l'Espagne pour cette position, justement. Bien entendu. Et il félicite de l'autre côté Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui tient pour tout, parce qu'il lâche du lest pour l'AfD, l'extrême droite allemande qui doit arriver au pouvoir. Et cela se fait en Grande-Bretagne, cela fait en France avec le Rassemblement national. Il y a tout un projet d'avenir, j'allais dire d'avenir sombre malheureusement, mais qui soutient, qui conforte la position d'Israël, parce que ces gens-là qui étaient antisémites à l'origine sont devenus très pro-israéliens, très pro-sionistes. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il est clair que il faudra que, pour les Américains, il faut qu'ils se dépêtrent de cette situation. Je pense qu'ils y arriveront, parce que la pression va se faire très forte sur Trump à l'intérieur des États-Unis d'Amérique. Les Européens, eux, ils se sont piégés eux-mêmes, parce que Faisal aussi le disait à l'instant, ils parlent du droit international quand il s'agit du Groenland,
quand il s'agit de l'Ukraine, mais ils n'en parlent pas pour la Palestine, ils n'en parlent pas pour l'Iran, ils n'en parlent pas pour le Sahara occidental, bien sûr. Et donc, d'une certaine façon, c'est encore une fois une posture hypocrite, irresponsable, et qui ne paye pas. De toute façon, j'allais dire, et l'antitétionniste et Trump les traitent avec beaucoup de désintérêt, pour ne pas dire du mépris, parce que tout simplement, ils ne misent pas sur les dirigeants actuels, que vous avez vu que Trump, d'ailleurs, ne considère pas comme étant des dirigeants fréquentables. Et de ce côté-là, je crois que si, et bien sûr, parce qu'on peut se poser la question, de quoi demain sera fait dans cette situation qu'on vit, où le droit international n'est pas respecté, où les pays sont agressés pour un oui, pour un non, et l'ONU complètement bypassée par les instances multilatérales. Et donc, je crois qu'on peut trouver une réhabilitation du droit international qui peut appeler à la raison, qui peut appeler à la solution des conflits. Et évidemment, avec cela, il faudra travailler, j'allais dire sérieusement, sur beaucoup de plans, et entre autres, démasquer les mensonges de l'entité sioniste et les crimes qu'ils ont commis déjà à Gaza et qu'ils continuent de commettre aujourd'hui. Vous avez parlé de cette école qui a été bombardée, mais personne n'en parle en Occident. Hein. Très peu. Et pourtant, il y a une centaine de jeunes filles qui ont été tuées. Alors qu'on a l'habitude de parler du sort des femmes iraniennes, mais quand c'est des petites filles qui se font assassiner en pleine guerre, on n'en parle pas. D'ailleurs, M. Hayeshi, cette manœuvre des lobbyistes de financer l'extrême droite, on la retrouve aussi en Amérique latine. Bien entendu. Ils ont déjà Milei en Argentine, mais pas que. Ils viennent d'avoir encore un président chilien qui a leur cause, et puis ils sont en train de gratter. Bien sûr, ils vont s'élargir. La Bolivie. Bien sûr, ils vont s'élargir parce que tout simplement, d'abord, il y a cette terreur, ce terrorisme qu'exerce l'administration américaine vis-à-vis des pays d'Amérique du Sud. Cuba est dans une situation intenable. Et c'est l'affaire personnelle de Rubio, Cuba. Il y a ce terrorisme exercé par l'administration américaine vis-à-vis de l'Amérique latine. Et évidemment, ça va toujours dans le même sens. C'est encore l'élargissement de l'influence sioniste à travers le monde. Très bien. Ce qui me ramène à vous, Bassem Ladjou, je vais rebondir sur ce qu'avait dit M. Hayeshi concernant le droit international et la façon dont il est bafoué. Monsieur Laredj, depuis le début de cette guerre au Moyen-Orient, plusieurs grands États, notamment l'Algérie, appellent à la désescalade, appellent au respect du droit international. L'Algérie, qui, rappelons-le, depuis pas moins de 3 décennies au moins, appelle à un renforcement des institutions internationales, à un renforcement par la présence, par une meilleure représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Finalement, comment peut rebondir aujourd'hui l'ONU face à cette situation? Comment peut rebondir le Conseil de sécurité? Quelle issue pour le droit international face à tant de violations? Effectivement, on voit que le droit international aujourd'hui est totalement bafoué par de grandes puissances, à l'image des États-Unis, qui ne cherchent même plus à avoir symboliquement, en tout cas, la balle du Conseil de sécurité pour mener leurs opérations, comme on le voit aujourd'hui aux Nations Unies. Et donc, ce qui pose en réalité la question de la viabilité d'une organisation comme celle des Nations Unies, qui est censée, en tout cas, maintenir la paix et la sécurité internationale et éviter en réalité des conflits internationaux. Et donc, on voit que le Conseil de sécurité aujourd'hui ne remplit plus sa fonction et sa tâche pour laquelle il a été créé. Donc, ça remet en cause carrément son existence. Et parallèlement à ça, ce qui pourrait peut-être éventuellement renforcer la montée en puissance de ce Sud global en réalité, qui cherche à proposer peut-être des alternatives face à cette impuissance de la société internationale. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre solution en réalité que de revenir au droit international, parce que c'est le droit qui permet la coexistence entre l'ensemble des nations, sinon on rentre totalement dans l'anarchie. On voit déjà les prémices de cette anarchie aujourd'hui. Donc c'est un rôle qui revient à l'ensemble des États, et notamment ceux du Sud,
Très bien, Bassem Larej, malheureusement on arrive à la fin du temps imparti à cette émission. Je rappelle que vous êtes spécialiste en droit international, vous m'avez rejoint depuis Paris. Merci Bassem Larej de m'avoir accompagné. J'ai eu également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Saïd Bouamama, essayiste, qui m'a également rejoint depuis Paris. Merci Saïd Bouamama, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir ce soir avec moi. J'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné en début d'émission de Nicolas Mirkovic, analyste en géopolitique, et aussi de Giuseppe Aconcia, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et j'ai eu également le plaisir d'avoir été accompagné sur ce plateau. Je commence par l'aîné de mes invités, M. Saïd Ayachi. C'est toujours un plaisir et un honneur de vous recevoir. Partagé. Et j'ai également eu le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Faisal Metawi, rédacteur en chef et journaliste à Al24 News. Merci Faisal. Quant à vous, très chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. L'info continue.